Les steppes mongoles. Imaginez un endroit si vaste que l'horizon semble infini, où le vent murmure à travers l'herbe dorée et où le sol sous vos pieds semble s'étendre à l'infini. C'est cela, les steppes mongoles. Si vous avez déjà imaginé l'empire mongol, c'est ici que tout commence. Pas avec des épées qui s'entrechoquent ou des empires qui tombent, mais avec la terre elle-même, qui façonne les gens qui allaient conquérir une grande partie du monde connu. Les steppes sont bien plus que de simples plaines désertes. Elles constituent un environnement rude et sauvage où la survie n'est jamais garantie. Les étés peuvent brûler la terre sous une chaleur implacable, tandis que les hivers arrivent comme un mur de glace, et des tempêtes de neige peuvent surgir de nulle part. Les rivières tracent leur chemin à travers le paysage, et les collines s'élèvent juste assez pour briser la monotonie. Pour quiconque habitué aux forêts ou aux villes, cela semble être un monde stérile, mais pour les gens qui y vivaient, c'était chez eux. Plein de possibilités si l'on savait comment y vivre. La vie sur ces steppes demandait une grande capacité d'adaptation. Il n'y avait pas de murs derrière lesquels se cacher, pas de récoltes sur lesquelles compter si le temps tournait mal. Les nomades devaient continuer à se déplacer, suivant les troupeaux de chevaux, de moutons et de chèvres, sachant quel pâturage était sûr à chaque période de l'année. Ce mouvement constant n'était pas aléatoire, il enseignait la discipline, l'organisation et une sorte de liberté qu'il est difficile de trouver dans les sociétés sédentaires. Les enfants apprenaient à monter à cheval presque avant de savoir marcher correctement. Le tir à l'arc devenait une seconde nature, et chaque membre d'un clan avait un rôle pour maintenir la famille en vie. Et bien que cela semble solitaire, les steppes n'étaient pas vides. La vie se déroulait au sein de clans et de tribus, souvent connectés de manière lâche mais prêts à s'unir dès qu'un danger apparaissait. Ces clans se disputaient souvent les ressources, mais ils commerçaient aussi, se mariaient et partageaient des connaissances. Il est fascinant de penser que ce système, né par nécessité, a créé une culture où la loyauté, la communication et l'adaptabilité étaient plus valorisées que tout. Imaginez grandir dans cet environnement. Vous apprenez vite que le monde n'attend pas que vous rattrapiez son rythme. Vous devez agir, penser vite et respecter la terre car elle peut se retourner contre vous en un instant. La géographie elle-même a façonné la manière dont les Mongols allaient finalement conquérir le monde. Des plaines sans fin signifiant que la mobilité était essentielle. Les chevaux n'étaient pas seulement des moyens de transport, ils étaient des extensions des personnes elles-mêmes. Les guerriers pouvaient parcourir de vastes distances en une seule journée, envoyant des messages ou lançant des attaques que des armées établies ne pouvaient pas anticiper. Le paysage balayé par le vent entraînait également les sens. Remarquer des changements subtils dans le temps, lire les traces sur le sol ou repérer des signaux de fumée au loin pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Les routes commerciales traversèrent déjà les bords de ces steppes, bien avant l'existence de l'Empire mongol. Les marchands, voyageurs et même envahisseurs venaient et repartaient, apportant avec eux des idées, des biens et des histoires. Cette exposition précoce au monde extérieur allait plus tard aider les Mongols à s'adapter rapidement lorsqu'ils rencontreraient des villes, des armées et des cultures bien au-delà des steppes. C'est comme si la terre elle-même préparait en silence ses habitants à quelque chose de bien plus grand que l'horizon qu'ils pouvaient en voir. Et voici la partie intrigante. Bien que les steppes soient rudes, elles offraient aussi une forme incroyable de liberté. Il n'y avait pas de gouvernement rigide contrôlant chaque mouvement, pas d'armée recrutant les gens pour des guerres sans fin. La vie était dangereuse, certes, mais aussi ouverte. Cette ouverture, combinée aux compétences acquises grâce à la survie, donna naissance à des leaders comme Temujin, plus connu sous le nom de Gengis Khan, qui savait penser stratégiquement, se déplacer rapidement et unir les gens sous une vision commune. Ainsi, lorsque vous imaginez l'empire mongol s'étendant de la Chine à l'Europe de l'Est, souvenez-vous de ceci. Cela n'a pas commencé avec des plans de bataille ou des conquêtes. Cela a commencé avec le vent, l'herbe et les leçons que les steppes enseignaient. Ces vastes et vides plaines ont forgé des gens capables de supporter, d'adapter et finalement de transformer le monde. Les steppes mongoles n'étaient pas seulement un décor, elles étaient la fondation. Et en parlant de fondation, plus tard nous verrons comment ces premières compétences et modes de vie ont aidé Gengis Khan à unir les clans et à former une armée que personne ne pensait pouvoir exister. Mais pour l'instant, imaginez à nouveau les steppes, l'herbe sans fin, les chevaux et le vent murmurant des possibilités. C'est là que l'histoire commence,
et il est impossible de comprendre l'Empire sans comprendre la terre qui l'a façonné. Le mode de vie des guerriers. Si vous vous êtes déjà demandé comment un groupe de personnes venant de vastes prairies apparemment désertes a pu conquérir de vastes empires, la réponse réside dans leur mode de vie de guerrier. La vie sur les steppes mongoles n'était pas douce. La survie exigeait de la rapidité, des compétences et de la résistance, et au fil des générations, ces qualités sont devenues naturelles. Pour les Mongols, être un guerrier n'était pas simplement un choix, c'était un mode de vie. Dès que l'enfant pouvait monter à cheval, il commençait son entraînement. Monter à cheval n'était pas optionnel, c'était essentiel. Les steppes étaient vastes, et votre survie dépendait de votre mobilité. Les garçons et les filles apprenaient à monter, souvent en s'équilibrant sur un cheval au galop, tout en maniant des arcs, des lances ou des outils. Ils s'entraînaient au tir à l'arc dès qu'ils pouvaient tenir un arc. Imaginez apprendre à viser en vous déplaçant plus vite qu'un cheval au galop. C'était normal pour eux. Ces compétences devenaient instinctives, donnant aux guerriers mongols un niveau de mobilité et de précision que les armées des sociétés sédentaires pouvaient à peine imaginer. Les chevaux étaient plus qu'un moyen de transport, ils étaient la vie elle-même. Un guerrier avait souvent plusieurs chevaux, les faisant tourner pour éviter l'épuisement lors de longs trajets. Cela permettait aux Mongols de parcourir de grandes distances en une seule journée, devançant souvent les ennemis qui comptaient sur des forces plus lentes et moins mobiles. La rapidité et l'endurance de leur cavalerie devinrent légendaires. Mais il ne s'agissait pas seulement de vitesse, c'était aussi une question de stratégie. Ils pouvaient apparaître soudainement, frapper, puis disparaître avant que quiconque puisse organiser une défense adéquate. Les armes et les tactiques étaient également affinées par l'expérience. L'arc était roi, et les Mongols pouvaient tirer avec précision même à pleine vitesse. Les lances, les épées, et plus tard les armes à poudre à canon, étaient utilisées en fonction de la situation. Mais au-delà de l'armement, les Mongols étaient des maîtres de la stratégie. Les raids, les feintes et les embuscades étaient des tactiques courantes, perfectionnées au fil des générations de conflits familiaux. Chaque rencontre sur les steppes enseignait des leçons sur la tromperie, le timing et la coordination, qui leur donnaient plus tard un avantage décisif contre des armées bien plus nombreuses. La discipline était au cœur du mode de vie des guerriers. Alors que les étrangers pouvaient imaginer des hordes chaotiques, les forces mongoles étaient organisées, flexibles et efficaces. Les ordres étaient simples mais efficaces, et les soldats étaient censés agir de manière décisive. Ils vivaient dans un état de préparation constante. La frontière entre la vie quotidienne et l'activité militaire était floue. Garder des animaux, explorer, chasser, tout était une forme d'entraînement. Un guerrier était toujours en train d'apprendre, toujours en train de s'adapter. Mais être un guerrier n'était pas seulement physique. La force mentale et l'adaptabilité étaient tout aussi importantes. Les Mongols apprenaient à supporter le froid extrême, la chaleur accablante, la faim et la fatigue. Ils développaient de la résilience, la patience et la ruse. Les erreurs pouvaient être fatales, et la terre leur apprenait à anticiper, observer attentivement et respecter à la fois les alliés et les ennemis. Ces qualités formaient non seulement leur succès militaire, mais aussi leur capacité à gouverner et à unir des groupes divers plus tard. La communauté et la loyauté étaient liées à la guerre. Les compétences individuelles comptaient, mais aucun guerrier ne pouvait survivre seul. Des équipes de cavaliers coordonnaient les attaques, partageaient les ressources et se couchaient mutuellement pendant les batailles. Cette interdépendance renforçait la loyauté et la confiance entre les clans, essentielles pour les grandes armées que Gengis Khan assemblerait plus tard. Même en dehors des combats, les leçons de coopération, de responsabilité et de leadership se retrouvaient dans la vie quotidienne. Il est intéressant de noter que les loisirs et la compétition faisaient aussi partie de l'entraînement des guerriers. Les jeux d'habileté, courses de chevaux, concours de tir à l'arc, batailles simulées, maintenaient les jeunes guerriers en alerte. Les célébrations incluaient souvent des démonstrations de prouesses martiales, renforçant les compétences, le statut et la fierté communautaire. Ce n'était pas simplement du divertissement, c'était une préparation pour la vie sur les steppes et au-delà. Ainsi, le mode de vie des guerriers mongols était plus que le combat, c'était une combinaison de survie, d'identité et de culture. Depuis l'entraînement dès l'enfance jusqu'à la discipline implacable, de la maîtrise des chevaux à la ruse stratégique, chaque aspect de la vie contribuait à les rendre redoutables. Lorsque Gengis Khan émergea, ces guerriers étaient prêts, non seulement à défendre leurs terres, mais à transformer le monde. Comprendre ce mode de vie offre une nouvelle perspective sur la façon dont un peuple des steppes a pu accomplir ce qu'il a fait.
Leur empire ne s'est pas construit sur la chance, il s'est construit sur un mode de vie qui a forgé une endurance, des compétences et une unité sans pareille. Et dans la prochaine partie de l'histoire, nous verrons comment cette préparation s'est transformée en les premières grandes conquêtes qui ont secoué le monde. Unification des tribus mongoles. Au moment où Temujin atteignit l'âge adulte, les steppes mongoles étaient encore un patchwork de clans, chacun férocement indépendant, chacun méfiant de ses voisins. La survie leur avait appris à être prudents, voire impitoyables, et les alliances étaient fragiles. Pourtant, Temujin avait une vision. Il voulait unifier ces tribus dispersées sous une seule bannière. La question était, comment convaincre des peuples qui se sont combattus pendant des générations de suivre un seul leader? Cela commença lentement, par des alliances et de la loyauté personnelle. Temujin ne comptait pas seulement sur le droit de naissance ou la tradition, il récompensait le mérite. Les guerriers habiles, les stratèges astucieux et les amis loyaux étaient élevés, peu importe leur clan d'origine. Cette approche était inhabituelle. De nombreux chefs dépendèrent du statut hérité, mais Temujin comprenait que la loyauté construite par le respect et les opportunités était plus forte que celle imposée par la tradition. Ce principe allait devenir un pilier de l'organisation mongole. Les premières étapes de l'unification mêlaient diplomatie et force. Temujin négociait avec certains clans, se mariant de manière stratégique, échangeant des promesses et formant des accords. Avec d'autres, le conflit était inévitable. Mais même en bataille, son approche était stratégique, pas simplement destructrice. Il cherchait à gagner le respect et à démontrer l'équité, pas seulement à écraser ses ennemis. Les clans conquis découvraient souvent que leurs vies et coutumes étaient largement respectées s'ils prêtaient allégeance. Cela créa un sentiment de stabilité peu courant dans les steppes à l'époque, attirant de plus en plus de clans à ses côtés. Une des alliances les plus célèbres au début fut celle avec son ancien frère de sang, Jamukha. Leur relation était compliquée. Ils s'étaient juré fidélité dans leur jeunesse, mais l'ambition et la politique des steppes créèrent des tensions. Des batailles furent livrées, des alliances changèrent, et finalement Temujin émergea comme le leader plus fort et plus flexible. De cela, il tira une leçon capitale. Le leadership nécessitait non seulement de la force et du courage, mais aussi de l'adaptabilité, de la patience et la capacité de pardonner, ou du moins d'accommoder, les anciens rivaux. Temujin introduisit également des méthodes innovantes pour organiser son armée en croissance. Il divisait les guerriers en unités basées sur leurs compétences et leur loyauté plutôt que sur leur clan. Des unités de 10, de 100, de 1000 et de 10 000 créaient une structure flexible qui pouvait réagir rapidement en bataille, rendant l'armée mongole incroyablement efficace et mobile. Ce système favorisait la coopération entre les clans et renforçait l'idée que la loyauté envers Temujin et la mission comptaient plus que les anciennes rivalités. Cela représentait un changement radical pour un peuple qui avait longtemps été divisé. Un autre facteur clé fut la codification des lois, connue sous le nom de yasa. Bien que les détails de ces lois fussent souvent secrets, elles mettaient l'accent sur l'ordre, la loyauté et la discipline. Les punitions et les récompenses étaient cohérentes, ce qui faisait que les gens avaient plus confiance dans le fait que le système était juste. Ce cadre juridique aida à maintenir l'unité parmi des groupes de plus en plus divers, réduisant les conflits internes et permettant à Temujin de se concentrer sur l'expansion extérieure. Le processus d'unification n'a pas été rapide et il n'a pas été facile. Les rivalités, les trahisons et les revers étaient constants. Pourtant, chaque défi enseigna des leçons en leadership, en négociation et sur l'équilibre délicat entre miséricorde et autorité. En récompensant la loyauté, en punissant la traîtrise et en favorisant la compétence, Temujin transforma progressivement un ensemble de clans fragmentés en une force cohésive. À la fin du XIIe siècle, Temujin avait effectivement unifié les principaux clans mongols, créant les bases d'un empire plus vaste. La loyauté qui l'inspirait n'était pas seulement par peur, elle était gagnée par l'équité, les opportunités et un but commun. Ces principes d'unification permettraient aux Mongols non seulement de conquérir les steppes, mais de s'étendre bien au-delà, défiant les empires établis en Chine, en Asie centrale et au-delà. L'unification des tribus mongoles fut plus qu'une réussite militaire. Ce fut une transformation sociale, politique et culturelle. Un peuple habitué à la division apprit à coopérer, à suivre un leader commun et à opérer avec discipline et stratégie. Et à mesure que nous avancerons, nous verrons comment cette force nouvellement unifiée, disciplinée et loyale devint inarrêtable, préparant le terrain pour les premières grandes campagnes qui choqueront le monde.
Le leadership de Gengis Khan. Lorsque nous pensons à Gengis Khan, des images de conquêtes spectaculaires et d'armées invincibles nous viennent souvent à l'esprit. Mais avant que l'Empire ne s'étende à travers les continents, c'était le leadership de Gengis Khan qui transforma des clans dispersés en une force disciplinée et loyale, capable d'accomplir des exploits incroyables. Son approche n'était pas seulement basée sur la force, c'était une stratégie, une vision et une compréhension de la nature humaine à un niveau que peu de dirigeants ont jamais atteint. Gengis Khan et Temujin avaient appris dès son plus jeune âge que survivre dans les steppes nécessitait plus que du courage. La loyauté, l'intelligence et l'adaptabilité comptaient tout autant. Ces leçons ont façonné sa manière de diriger. Il traitait ses alliés et subordonnés équitablement et récompensait le mérite plutôt que la lignée, ce qui était inhabituel dans un monde dominé par les privilèges héréditaires. Les guerriers habiles, les conseillers intelligents et les suiveurs loyaux gravissèrent les échelons en fonction de leurs capacités et non de leur naissance. Cela créait une culture où les gens étaient motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes, sachant que leurs efforts seraient reconnus. La discipline était au cœur de son leadership. L'armée mongole était organisée en unités de 10, 100, 1000 et 10 000, avec des règles strictes de comportement et de commandement. Chaque soldat connaissait son rôle, et le système permettait une grande flexibilité et une communication rapide. Les ordres pouvaient être exécutés rapidement, même sur de vastes distances. Gengis Khan comprenait que le succès d'une armée dépendait non seulement des compétences et du nombre, mais aussi de la coordination, de la confiance et de la clarté des objectifs. Il était aussi un maître stratège. Gengis Khan étudiait minutieusement ses ennemis, apprenant de leurs forces et de leurs faiblesses. Il utilisait les tactiques psychologiques aussi efficacement que les tactiques militaires. Les feintes de retraite, les embuscades et les attaques surprises devenaient les marques de fabrique des campagnes mongoles. En comprenant non seulement le terrain, mais aussi l'état d'esprit de ses ennemis, il pouvait exploiter la peur, la confusion et l'excès de confiance, battant souvent des armées plus grandes et mieux équipées. Le leadership pour Gengis Khan n'était pas seulement une question de peur. Bien qu'il fût impitoyable lorsque nécessaire, il valorisait aussi la loyauté et la compétence. Les déserteurs et les ennemis qui se rendaient étaient souvent intégrés dans ses rangs. Les ingénieurs habiles, les artisans et même les érudits étaient respectés et utilisés pour le bénéfice de l'Empire. Cette approche non seulement élargissait ses capacités, mais favorisait aussi la loyauté parmi ceux qui, autrement, auraient résisté à son autorité. Les gens le suivaient non seulement parce qu'ils y étaient contraints, ils le faisaient parce qu'ils le voulaient. La justice et la loi jouaient un rôle crucial dans le maintien de l'unité. Le yasa, un ensemble de lois et de règles, mettait l'accent sur l'équité, la loyauté et la responsabilité. Les dirigeants qui abusaient de leur pouvoir faisaient face à des conséquences, tandis que ceux qui servaient fidèlement étaient récompensés. Cette constance créait la confiance et la cohésion dans une société longtemps divisée par les rivalités claniques. Elle renforçait aussi l'idée que l'autorité de Gengis Khan était légitime et fondée sur des principes partagés et non sur la seule force. Un autre aspect remarquable de son leadership était sa capacité à inspirer une vision. Gengis Khan n'unifiait pas seulement les Mongols, il leur donnait un but au-delà de la survie, l'expansion, la gloire et la prospérité. Les soldats et les civils pouvaient tous voir les avantages de leur allégeance, l'accès à la richesse, la protection et un rôle dans la construction de l'histoire. Son leadership créait non seulement une armée, mais une société avec des objectifs communs, des ambitions et une identité partagée. Gengis Khan était également adaptable. Il absorbait les connaissances de chaque culture qu'il rencontrait, les techniques militaires, les pratiques administratives et même les technologies. Cette ouverture d'esprit lui permettait d'innover et de rester en avance sur ses rivaux, transformant les Mongols d'une tribu nomade en un empire capable de gouverner des territoires vastes et divers. En résumé, le leadership de Gengis Khan alliait discipline, stratégie, équité et vision. Il transforma des clans fracturés en une force cohésive, loyale et efficace. L'empire mongol ne s'est pas développé simplement à cause de la férocité au combat. Il s'est étendu grâce à un leadership extraordinaire qui comprenait les gens, le pouvoir et les possibilités du monde. À mesure que nous avançons, nous verrons comment ce leadership s'est traduit par les premières grandes conquêtes, les campagnes qui allaient rendre les Mongols redoutés à travers les continents et poser les bases de l'un des plus grands empires de l'histoire.
La campagne khwarezmienne, l'un des chapitres les plus dramatiques de l'histoire mongole, débuta avec la campagne khwarezmienne, une histoire de commerce, de diplomatie qui tourne mal et d'une armée imparable balayant l'Asie centrale. À ce moment-là, Gengis Khan avait unifié les tribus mongoles, créé une armée disciplinée et l'avait testée lors de campagnes précédentes. Mais l'empire khwarezmien allait le défier, d'une manière qui nécessitait non seulement des compétences, mais aussi de la ruse, de la stratégie et une démonstration calculée de puissance. L'empire khwarezmien contrôlait une vaste région s'étendant de l'Iran actuel à certaines parties de l'Asie centrale. Il était riche, avec des villes prospères et d'importantes routes commerciales. Temujin, désormais Gengis Khan, recherchait des relations pacifiques. Il envoya des émissaires pour établir des liens commerciaux et diplomatiques, mais ce qui aurait dû être une négociation simple se termina en catastrophe. Le gouverneur khwarezmien tua un des émissaires mongols et humilia les autres. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était un défi à l'autorité de Gengis Khan et il ne pouvait pas laisser cela sans punition. Les Mongols répondirent par une campagne qui devint légendaire pour sa rapidité, son efficacité et sa cruauté. Contrairement aux conquêtes précédentes, la campagne khwarezmienne impliquait de vastes territoires et des villes fortifiées. L'armée de Gengis Khan se déplaça rapidement, coordonnant des attaques depuis plusieurs directions. Les unités de cavalerie frappèrent en premier, coupant les lignes d'approvisionnement et isolant les villes, tandis que des ingénieurs de siège et des experts capturés aidaient à démanteler les fortifications. Les Mongols combinèrent à la mobilité, stratégie et guerre psychologique pour submerger un empire bien plus grand. L'un des aspects les plus frappants de cette campagne fut sa méthodologie. Les Mongols ne contestaient pas sur la chance ou le chaos. Ils avaient des réseaux de renseignements, des éclaireurs et des espions. Ils étudièrent la géographie, évaluèrent les défenses et analysèrent même les divisions politiques à l'intérieur de l'empire. Ces informations leur permirent d'exploiter les faiblesses de manière efficace. Les villes qui se soumettaient rapidement étaient souvent épargnées, tandis que celles qui résistaient faisaient face à la destruction. Le message était clair, la soumission signifiait survie. La défiance signifiait anéantissement. La rapidité et la mobilité étaient essentielles. L'utilisation de plusieurs chevaux par guerrier permettait aux Mongols de couvrir des distances énormes en peu de temps. Cette pression constante empêchait les Khwarezmiens de se regrouper ou d'organiser une résistance efficace. La nouvelle de l'approche des Mongols répandait souvent la peur, avant même qu'une seule flèche ne soit tirée. Les gens étaient terrifiés non seulement à cause de la force de l'armée, mais aussi parce qu'ils avaient appris que les Mongols faisaient rarement des erreurs en matière de timing, de stratégie ou de coordination. La campagne démontra également la capacité des Mongols à s'adapter. Ils rencontrèrent des villes fortifiées, des rivières et des déserts, des conditions bien différentes de celles des vastes steppes. Pourtant, leur expérience, combinée à leur ingéniosité et à des techniques empruntées, leur permit de surmonter ces obstacles. Les armes de siège, les attaques coordonnées et les tactiques psychologiques furent appliquées avec précision. Ce n'était pas de la brutalité aléatoire, c'était hautement calculé et les résultats furent dévastateurs pour l'empire khwarezmien. Le leadership de Gengis Khan brilla tout au long de la campagne. Il inspira la loyauté, exigea de la discipline et récompensa les compétences. Son armée fonctionnait comme une unité unique, malgré les vastes territoires couverts, ce qui reflétait non seulement la force des soldats, mais aussi l'efficacité du système organisationnel qu'il avait mis en place. La communication, la coordination et la méritocratie jouèrent toutes un rôle dans la transformation d'un conflit régional en une conquête décisive. La campagne khwarezmienne n'élargit pas seulement l'empire mongol. Elle envoya un message clair au monde. Les Mongols n'étaient plus de simples pillards de steppe. Ils étaient une force capable de détruire des empires établis avec précision et rapidité. Cette campagne montra leur capacité à intégrer renseignements, mobilité et stratégie d'une manière inédite pour l'époque. À la fin, l'empire khwarezmien fut effectivement détruit, ouvrant l'Asie centrale au contrôle mongol. Les leçons tirées sur la diplomatie, la tromperie, la vitesse et l'utilisation de la terreur influenceraient chaque grande campagne qui suivit. Ce fut un tournant. Les Mongols étaient à la passée de l'unification des tribus steppiques à la mise au défi et la conquête de l'un des empires les plus riches de la région. La campagne khwarezmienne montre comment Gengis Khan combina leadership, stratégie et discipline implacable pour transformer une provocation en une opportunité de conquête. Ce n'était pas seulement une bataille,
C'était une démonstration de la manière mongole de faire la guerre et de gouverner, une méthode qui les transporterait bientôt bien au-delà de l'Asie centrale. Échange culturel le long de la route de la soie. Quand on pense aux Mongols, des images de guerriers à cheval et de conquêtes éclatantes nous viennent généralement à l'esprit. Mais l'influence de l'Empire allait bien au-delà des batailles et des territoires. L'un des aspects les plus fascinants du règne mongol fut la manière dont il encouragea l'échange culturel le long de la route de la soie, connectant des civilisations de la Chine au Moyen-Orient d'une manière qui n'avait jamais eu lieu auparavant. La route de la soie n'était pas seulement une route commerciale, c'était un réseau d'idées, de technologies, de religions et de peuples. Sous les Mongols, elle devint plus sûre et mieux organisée qu'elle ne l'avait été depuis des siècles. Gengis Khan et ses successeurs comprirent que le commerce et la communication étaient essentiels à la construction d'un empire. Les marchands, les savants et les voyageurs pouvaient se déplacer plus librement à travers les terres contrôlées par les Mongols, transportant non seulement de la soie, des épices et de l'or, mais aussi des connaissances, des inventions et des pratiques culturelles. Cet échange accru eut des effets profonds. Les innovations chinoises, comme la poudre à canon, l'imprimerie et le papier, voyagèrent vers l'ouest. Les mathématiques, l'astronomie et la médecine islamique se dirigèrent vers l'est. Des artistes, des architectes et des savants visitèrent différentes régions, partageant leurs techniques et leurs idées. Les Mongols ne se contentaient pas de tolérer cet échange, ils l'encourageaient activement, comprenant qu'un empire connecté était plus fort et plus riche. Les villes le long de la route de la soie prospérèrent, devenant des centres de commerce et d'activité intellectuelle. La diplomatie fut également renforcée par ces connexions. Les émissaires et les ambassadeurs pouvaient voyager plus facilement entre des États éloignés, portant des nouvelles, des traités et des cadeaux. Les Mongols maintenirent des stations de relais à travers leur territoire, garantissant que les messages et les voyageurs puissent se déplacer rapidement et en toute sécurité. Ce système de communication permettait à l'Empire de gouverner efficacement et de maintenir son influence sur de vastes distances, tout en facilitant l'interaction culturelle. La tolérance religieuse fut un autre facteur clé. Les Mongols permettaient à plusieurs croyances de coexister, y compris le bouddhisme, l'islam, le christianisme et les pratiques chamaniques locales. Cette ouverture encouragea les érudits, les prêtres et les philosophes à voyager librement, échangeant des idées et influençant les cultures locales. Ce n'était pas seulement de la coexistence, c'était une interaction active qui enrichit la vie intellectuelle et spirituelle de l'Empire. Les réseaux commerciaux renforcèrent également les liens culturels. Les marchands d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie apportaient non seulement des biens, mais aussi des histoires, des coutumes et des techniques, des recettes, des styles artistiques, des vêtements et même des connaissances de scientifiques se diffusaient le long de ces routes. Des villes comme Samarcande, Bukhara et Xi'an devinrent des carrefours de culture, où des gens de différentes origines apprenaient les uns des autres et influençaient les générations à venir. Les Mongols parrainèrent même des projets spécifiques pour encourager l'échange. Ils invitèrent des savants, des ingénieurs et des artisans d'autres pays à travailler dans leur ville, à résoudre des défis techniques ou à enseigner aux populations locales. Ce transfert de connaissances accéléra le développement technologique et créa un héritage qui persista bien après le déclin de l'Empire lui-même. Fait intéressant, cet échange culturel n'était pas toujours délibéré. Le mouvement des armées, des marchands et des réfugiés créa involontairement des réseaux qui connectaient des peuples éloignés. Les langues se mélangèrent, les inventions circulèrent et de nouveaux styles artistiques émergèrent. Le contrôle des Mongols sur le commerce et la communication amplifia simplement ces processus naturels, transformant la route de la soie en une autoroute d'idées autant que de marchandises. Le résultat fut un empire qui, malgré sa réputation de conquête et de destruction, devint un canal d'innovation, d'apprentissage et de mélange culturel. Les Mongols contribuèrent à créer un monde plus interconnecté, posant les bases des développements scientifiques, artistiques et commerciaux qui façonneraient l'histoire de l'Eurasie pendant des siècles. L'échange culturel le long de la route de la soie montre que l'Empire mongol était bien plus qu'une machine militaire. C'était un pont entre les civilisations, permettant le flux de connaissances, de biens et d'idées. L'influence de l'Empire s'étendait bien au-delà du champ de bataille, laissant un héritage de connectivité, d'innovation et d'expériences humaines partagées. La division de l'Empire. Au sommet de sa puissance, l'Empire mongol était le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire.
Mais avec un territoire aussi vaste venaient des défis tout aussi considérables. Comment gouverner des terres s'étendant de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est? Comment maintenir la loyauté, l'ordre et la communication à travers des cultures, des langues et des climats si différents? La réponse vint sous la forme d'une division stratégique de l'Empire, une décision qui allait façonner son héritage pendant des siècles. Après la mort de Gengis Khan en 1227, son empire était trop vaste pour qu'une seule personne puisse le gouverner efficacement. La solution fut de le diviser entre ses fils et ses proches, créant ainsi des régions semi-autonomes connues sous le nom de khanats. Il ne s'agissait pas simplement de partager le territoire, c'était un système soigneusement planifié visant à maintenir le contrôle tout en permettant une gouvernance locale. Chaque khanat avait sa propre direction, mais tous reconnaissaient la suprématie du grand Khan, la figure centrale de l'autorité. Les principaux khanats étaient la dynastie Yuan en Chine, l'île Khanat en Perse, le Khanat de Chagatai en Asie centrale et la Horde d'Or en Russie et dans les steppes occidentales. Chaque région faisait face à des défis uniques. En Chine, les Mongols durent gérer une société sédentaire et très organisée, bien différente des steppes nomades. En Perse, ils héritèrent de structures politiques complexes et de traditions culturelles anciennes. La Horde d'Or dut faire face aux rivalités des steppes et aux principautés russes émergentes, tandis que l'Asie centrale était un mélange de tribus nomades et de carrefours commerciaux. Diviser l'Empire permettait aux dirigeants de se concentrer sur des questions locales, tout en maintenant la cohésion générale. Même avec la division, les Mongols maintinrent un système de gouvernance, de lois et de communication commun. Le Yassa, un code juridique établi par Gengis Khan, fournissait des principes communs pour le leadership, la justice et la loyauté. Les routes commerciales et les réseaux de messagers reliaient les khanats, garantissant que l'information et les biens puissent circuler sur des milliers de kilomètres. Cet équilibre entre autonomie et surveillance centrale aida l'Empire à fonctionner efficacement malgré sa taille. La division réduisit également les conflits internes. En attribuant des territoires à des membres de sa famille en qui il avait confiance, Gengis Khan minimisa les disputes sur la succession et empêcha les luttes de pouvoir de déstabiliser l'Empire immédiatement après sa mort. Bien sûr, des rivalités émergèrent avec le temps, mais la division initiale reflétait une planification minutieuse et une compréhension profonde de la nature humaine et de la politique. Chaque khanat développa son propre caractère. La dynastie Yuan en Chine devint de plus en plus sinisée, adoptant des aspects de l'administration et de la culture chinoise. L'île Khanat en Perse mélangea la domination mongole avec la gouvernance islamique, tandis que la Horde d'Or maintint une organisation militaire traditionnelle des steppes tout en interagissant avec les villes russes. Cette flexibilité permit à l'Empire de s'adapter aux différentes régions, préservant l'autorité mongole tout en intégrant les pratiques locales. Malgré les divisions, les khanats restèrent connectés par le commerce, la diplomatie et parfois la coopération militaire. Les émissaires et les marchands circulaient librement à travers les frontières, garantissant que le monde mongol demeura lié économiquement et culturellement. Même après la fragmentation politique, l'héritage d'un système mongol unifié persista pendant des générations. La division de l'Empire montre que les Mongols n'étaient pas seulement des conquérants brillants, ils étaient aussi des administrateurs pragmatiques. Ils reconnaissaient les limites du pouvoir centralisé et utilisaient la famille, la loi et les réseaux de communication pour maintenir le contrôle sur un territoire sans précédent. C'était un acte d'équilibre entre autonomie et surveillance, force et diplomatie, mobilité et stabilité. Finalement, la division de l'Empire permit aux Mongols de maintenir leur influence à travers l'Eurasie, bien après la mort de Gengis Khan. Elle posa également les bases de la coopération et du conflit parmi ses successeurs, façonnant le paysage politique du continent pendant des siècles. Comprendre cette division nous aide à voir comment l'Empire mongol put croître de manière aussi vaste, tout en restant remarquablement cohérent dans ses premières décennies. Impact global. Lorsque nous regardons l'histoire, il est facile de se concentrer sur les batailles, les conquêtes et les dirigeants. Mais la véritable mesure de l'héritage d'un empire réside souvent dans son impact durable. L'empire mongol, malgré son existence relativement courte en tant que force unifiée, a redéfini le monde de manière à ce que ses effets résonnent encore aujourd'hui. Son influence s'est étendue au commerce, à la culture, à la gouvernance et même à la manière dont les nations interagissaient à travers les continents. L'un des impacts les plus évidents fut sur le commerce mondial.
les Mongols établirent et sécurisèrent des routes qui devinrent l'épine dorsale de la route de la soie, reliant la Chine, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe. Les marchands pouvaient voyager avec une plus grande sécurité, les marchandises circulaient plus rapidement, et les idées traversaient les frontières comme jamais auparavant. Les épices, la soie et les métaux précieux n'étaient pas les seules choses transportées, des technologies comme l'imprimerie, la poudre à canon et les instruments de navigation se répandaient à travers les continents, accélérant l'innovation dans des régions éloignées de leurs origines. Les Mongols créèrent un réseau mondial qui posa les bases du monde interconnecté que nous connaissons aujourd'hui. L'échange culturel fut un autre effet durable. Les villes le long des routes commerciales mongoles devinrent des carrefours de religion, de langue et d'art. Les moines bouddhistes, les érudits musulmans, les missionnaires chrétiens et d'autres voyageurs partageaient des philosophies, des connaissances et des techniques artistiques. Cette pollinisation croisée mena à des avancées en sciences, en médecine et en littérature. Par exemple, les connaissances astronomiques perses influencèrent dans les calculs chinois, tandis que les cartes européennes intégraient des détails appris auprès des voyageurs traversant les territoires mongols. Les Mongols ne se contentaient pas de conquérir, ils connectaient le monde d'une manière sans précédent. Les Mongols influencèrent également la gouvernance. Leur approche de l'administration, de la loi et de la méritocratie offrit des modèles pour gérer des populations diverses. Ils équilibrèrent l'autonomie locale avec une surveillance centralisée, promurent le talent sans se soucier de la lignée et développèrent des réseaux de communication qui permettaient un gouvernement efficace sur de vastes territoires. Ces pratiques influencèrent les gouvernements et empires suivants, montrant que l'administration efficace pouvait compléter la puissance militaire. Des concepts comme les stations de relais, les codes normalisés et les émissaires diplomatiques furent affinés et adoptés par les successeurs à travers l'Eurasie. La tolérance religieuse sous le règne des Mongols laissa également un héritage unique. En permettant à plusieurs croyances de coexister, les Mongols encouragèrent la coexistence dans des régions où des conflits sectaires auraient autrement pu éclater. Cette approche influença le commerce, la diplomatie et la cohésion sociale, démontrant que les empires pouvaient prospérer sans imposer une uniformité religieuse, une leçon qui résonne encore dans les sociétés multiculturelles d'aujourd'hui. Même la stratégie militaire et l'innovation eurent des répercussions mondiales. Les tactiques de siège, la mobilité et les réseaux de renseignement mongols influencèrent les armées suivantes à travers l'Eurasie. Leur capacité à s'adapter, à intégrer de nouvelles technologies et à inclure les peuples conquis dans leurs forces devint un modèle pour les futures puissances militaires. De nombreux dirigeants européens, du Moyen-Orient et d'Asie, étudièrent ce que les campagnes mongoles pour améliorer leur propre stratégie. L'impact global des Mongols s'étendit aussi au mouvement des peuples. Des diplomates, des marchands, des artisans et des savants voyagèrent à travers l'Empire, établissant des connexions qui durèrent des générations. Les connaissances, les coutumes et les technologies se répandirent dans toutes les directions, créant des réseaux qui reliaient des sociétés éloignées. L'influence de l'Empire persista bien après la disparition de son contrôle politique, façonnant les économies, les cultures et la politique à travers les continents. Enfin, les Mongols changèrent la manière dont le monde percevait le pouvoir. Ils prouvèrent qu'une population relativement petite venue des steppes pouvait conquérir de vastes civilisations organisées par la stratégie, l'organisation et l'innovation. Leur histoire inspira la crainte, l'admiration et le respect, influençant les sociétés contemporaines et futures en termes de diplomatie, de planification militaire et d'ambition mondiale. En essence, l'impact global de l'Empire mongol fut multifacette. Il fut économique, culturel, politique et intellectuel. En connectant les continents, en facilitant les échanges et en démontrant des stratégies innovantes de gouvernance et militaire, les Mongols laissèrent un héritage qui survécut à l'Empire lui-même. Ils ne se contentèrent pas de changer les frontières, ils redéfinirent le flux des idées, des biens et des connexions humaines, posant les bases du monde interconnecté que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire des Mongols nous rappelle que les empires ne sont pas mesurés seulement parce qu'ils conquièrent, mais parce qu'ils laissent derrière eux. Et dans ce sens, l'influence des Mongols s'étend bien au-delà des steppes, résonnant à travers les siècles de l'histoire mondiale. Premiers tribus et clans. Avant que le nom de Gengis Khan ne devienne célèbre à travers les continents, les steppes mongoles étaient habitées par d'innombrables tribus et clans, des groupes de personnes faiblement connectées, partageant la même terre rude,
mais vivant souvent en concurrence les uns avec les autres. La vie ici n'était pas facile, et la survie dépendait autant des alliances que de l'habileté, de la rapidité et de la ruse. Comprendre ces premières tribus est essentiel pour voir comment un seul homme allait plus tard les unir en une force capable de conquérir le monde. Les tribus n'étaient non pas des nations gigantesques comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Ce étaient des groupes familiaux plus petits, souvent appelés clans, chacun avec son propre chef, ses traditions et sa façon de faire les choses. Ces chefs, appelés chamans, devaient gagner le respect, pas seulement l'hériter. La force, la sagesse et la loyauté comptaient plus que le droit de naissance. Mais même un chef fort ne pouvait survivre seul. La tribu devait travailler ensemble, partageant des ressources comme la nourriture, les chevaux et la connaissance du territoire. La confiance était primordiale car une erreur pouvait vous laisser à la merci d'un clan rival, ou pire, vous exclure du groupe. La compétition entre clans était une réalité quotidienne. L'eau, les pâturages et les terrains de chasse étaient limités et les conflits éclataient souvent. Parfois, les disputes étaient petites, comme des querelles sur un troupeau de chevaux, ou l'accès à une rivière, mais d'autres fois, les rivalités dégénéraient en raids et en batailles. Ces affrontements obligeaient les habitants des steppes à développer des tactiques, des stratégies et une mobilité incroyable. Les compétences acquises en se battant entre eux allaient plus tard être utilisées contre des empires bien plus grands. La réputation des Mongols pour leur rapidité, leur précision et leur imprévisibilité trouve ses racines dans ces querelles locales. Mais les tribus ne se battaient pas tout le temps. Il y avait aussi une forte culture d'alliance et de mariage entre clans. Les chefs faisèrent des accords, échangèrent des otages ou arrangèrent des mariages pour assurer la loyauté. L'hospitalité et la générosité comptaient aussi. Un invité dans votre yourte, une tente traditionnelle, devait être traité avec respect, même s'il venait d'un clan rival. De cette manière, les tribus étaient flexibles. Elles savaient se battre, mais aussi négocier, survivre et s'adapter. Ces compétences allèrent devenir l'épine dorsale de l'Empire mongol plus tard. Fait intéressant, les tribus mongoles étaient loin d'être isolées. Des commerçants, des voyageurs et des émissaires de Chine, de Perse et d'autres régions voisines passaient par les steppes. Certains clans en ont profité pour apprendre de nouvelles technologies, armes et idées. Cette ouverture à l'influence extérieure a permis de créer une culture capable d'absorber ce qui était utile, tout en préservant sa propre identité. Cette capacité à s'adapter allait faire des Mongols non seulement des conquérants, mais aussi des administrateurs d'un vaste empire multiculturel. La vie religieuse et spirituelle a également joué un rôle dans la formation de ces premiers clans. Le chamanisme, avec sa croyance en des esprits habitant la nature, était courant. Les gens cherchèrent des conseils auprès des chamans pour des décisions liées au voyage, à la chasse et à la guerre. Les rituels et traditions reliaient les clans à la terre et les uns aux autres, créant un sens partagé de l'identité, même parmi les tribus en concurrence. Cette base spirituelle a permis de maintenir l'ordre social et la cohésion dans un environnement autrement chaotique. Chaque tribu avait des héros, des légendes et des histoires de grands guerriers qui défendaient leur peuple ou trompaient leurs ennemis. Ces récits étaient transmis oralement, enseignant des valeurs comme le courage, la loyauté et la ruse. Les enfants grandissaient en les écoutant, intégrant des leçons sur l'honneur et la survie. Il est facile de voir comment cette culture de la narration et de l'héroïsme préparait une génération à suivre un leader fort et visionnaire lorsqu'il apparaîtrait enfin. Quand on pense aux conquêtes ultérieures de l'Empire mongol, on a tendance à imaginer une montée soudaine d'une armée massive. Mais en réalité, elle s'est construite pas à pas, clan par clan. Les premières tribus des steppes mongoles ont fourni la matière première. Des cavaliers disciplinés, des archers habiles, des stratèges rusés, et des gens qui comprenaient à la fois l'art de la guerre et l'importance des alliances. Sans ces bases, l'unification des clans par Gengis Khan aurait été impossible. Ainsi, tandis que les steppes elles-mêmes façonnaient sur les compétences de survie des Mongols, les premières tribus et clans façonnaient leur société, leurs valeurs et leur politique. Chaque raid, négociation et alliance était une leçon de pouvoir, de loyauté et de stratégie, une leçon qui permettrait à un homme de transformer des clans dispersés en une force qui marquerait les continents. Et comme nous le verrons dans la suite, cet homme, Temujin, allait prendre ses leçons à cœur, forgeant les bases de l'un des empires les plus redoutables de l'histoire. Culture et société. Lorsque la plupart des gens pensent aux Mongols, ils imaginent des armées traversant les continents,
des bannières flottant dans le vent et des villes qui tombent. Mais avant tout cela, il y avait la vie quotidienne, la culture et la société qui ont forgé les personnes qui allaient ensuite conquérir le monde. Et, étonnamment, c'était une société pleine de structures, de traditions et de valeurs, même si elle paraissait chaotique pour les étrangers. La vie dans les steppes y était difficile, donc les Mongols devaient être pratiques. Les liens familiaux et claniques étaient essentiels. Chaque personne avait un rôle, que ce soit pour s'occuper des animaux, chasser ou défendre le groupe. Mais au-delà de la survie, ils ont développé des règles de conduite, des normes sociales et un sens de l'honneur qui guidait la vie quotidienne. L'hospitalité, par exemple, était cruciale. Même si quelqu'un venait d'un clan rival, il devait être traité avec respect. Un invité pouvait devenir un allié potentiel ou une source précieuse d'informations. Le maltraité pouvait être désastreux. Le mariage et les connexions familiales étaient plus que des affaires personnelles. Ils étaient des outils politiques. Les dirigeants arrangèrent des mariages pour renforcer les alliances, unir les clans et sécuriser la loyauté. Les enfants étaient élevés pour être autonomes, mais aussi enseigner l'importance de la communauté. L'éducation n'était pas une question de livres, il s'agissait de compétences, d'observation et d'expérience. Les jeunes garçons apprenaient à monter à cheval, à chasser et à tirer à l'arc, tandis que les filles maîtrisaient la gestion du ménage, du bétail et parfois même les bases de la stratégie et de la négociation. Chacun contribuait et chacun dépendait des autres. La religion et la spiritualité jouaient un rôle subtil mais significatif. Le chamanisme dominait, les chamans agissant en tant que guides, guérisseurs et interprètes du monde spirituel. Les gens croyaient que les esprits habitaient la nature et que les rituels pouvaient influencer la chance, la santé ou le succès au combat. Ce système de croyance n'était pas rigide, mais flexible. Il aidait les gens à se sentir connectés à la terre et aux forces qui échappèrent à leur contrôle. Le respect des esprits des Mongols a également influencé leur tolérance plus tard, lorsqu'ils ont rencontré d'autres religions pendant leur conquête. La narration était un autre pilier de la culture mongole. Les traditions orales transmettaient des récits de guerriers légendaires, d'exploits héroïques et de stratégies astucieuses. Ces histoires n'étaient pas seulement un divertissement, elles enseignaient des leçons sur le courage, la loyauté, l'intelligence et les conséquences des actions. Imaginez-vous assis autour d'un feu dans une yourte la nuit, écoutant des histoires de triomphe et d'échecs, absorbant les leçons sans même vous en rendre compte. C'est ainsi que la culture se transmettait, ancrant profondément les valeurs et les règles sociales chez chacun, dès le plus jeune âge. Le commerce et les interactions avec les étrangers ont également façonné la société mongole. Les steppes n'étaient pas isolées. Les marchands, voyageurs et envoyés les traversaient régulièrement. Les Mongols apprenaient à s'adapter, à absorber de nouvelles idées et parfois même à les exploiter. Ces expériences les rendaient flexibles, intelligents et ouverts à l'innovation, un trait qui allait plus tard faire d'eux des dirigeants redoutables. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des observateurs, des apprenants et des négociateurs. La hiérarchie existait, mais était basée sur le mérite et la loyauté, autant que sur les liens familiaux. Les dirigeants gagnaient le respect par la force, la sagesse et l'équité. Même les gens ordinaires avaient une voix au chapitre dans les affaires affectant le clan. Si un chef était faible ou injuste, cela pouvait lui coûter sa position. Cet équilibre des pouvoirs permettait à la société de fonctionner, malgré la dureté de la vie dans les steppes. Même les loisirs avaient leur importance. La musique, les jeux et la poésie faisaient partie de la vie quotidienne. Les compétitions de course à cheval ou de tir à l'arc n'étaient pas seulement pour le plaisir, elles renforcèrent la compétence, la discipline et le statut. Les célébrations, festivals et rituels fortifiaient les liens et rappelaient à tous leur identité commune. Ainsi, la culture mongole n'était ni primitive ni chaotique. C'était un système finement ajusté, construit pour la survie, la coopération et l'adaptabilité. Elle a produit des personnes résilientes, ingénieuses et capables d'exploits extraordinaires. Cette fondation de valeurs, de compétences et de cohésion sociale a permis plus tard à Gengis Khan d'unir les tribus, de les transformer en une armée et de créer un empire qui s'étendait sur les continents. Comprendre leur culture et leur société nous aide à voir les Mongols non seulement comme des conquérants, mais comme un peuple façonné par la terre, la tradition et la nécessité. Un peuple dont la vie quotidienne dans les steppes a créé les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour changer l'histoire. Et à mesure que nous avançons, nous verrons comment leur mode de vie de guerrier
fondée sur cette culture, les a rendus irrésistibles. Commerce et interaction. Quand on pense aux Mongols, des images de cavaliers traversant des plaines sans fin nous viennent souvent à l'esprit. Mais bien avant qu'ils ne construisent un empire, les habitants des steppes faisaient déjà partie d'un réseau de commerce et d'interaction qui les connectait au reste du monde. La vie dans les steppes pouvait sembler isolée, mais en réalité, elle était pleine de mouvements, d'échanges et de rencontres qui ont façonné ce qu'ils étaient et ce qu'ils allaient devenir. Le commerce n'était pas seulement une question d'argent ou de marchandises, il s'agissait de survie et d'opportunités. Les steppes étaient vastes et les ressources étaient limitées. Le sel, les céréales, la soie, les métaux et les chevaux circulaient à travers la terre, souvent transportés par des marchands itinérants ou échangés entre clans. Ces échanges créaient des relations, des alliances et parfois des conflits. Les Mongols comprenaient rapidement qu'il était crucial de savoir qui passait, ce qu'ils transportaient et où ils allaient, car cela pouvait faire la différence entre le profit et la perte, voire entre la vie et la mort. La route de la soie, qui serpentait à travers l'Asie centrale, était l'une des routes commerciales les plus importantes qui croisaient les steppes. Les marchands apportaient de la soie, des épices et des métaux précieux de Chine et d'Inde. De Perse et du Moyen-Orient venaient du verre, des textiles, ainsi que des connaissances en astronomie, médecine et ingénierie. Pour les Mongols, ces voyageurs étaient des fenêtres ouvertes sur des mondes au-delà des prairies. Ils observaient, apprenaient et parfois adoptaient de nouvelles technologies et idées, tout en préservant leur propre identité culturelle. Les interactions ne se limitaient pas au commerce. Des diplomates, des émissaires et même des espions circulaient à travers les steppes. Certains clans les accueillaient, voyant en eux une opportunité d'alliance ou de renseignement. D'autres étaient plus prudents, sachant que les étrangers pouvaient être dangereux. Les Mongols devinrent habiles à lire les gens, à juger les intentions et à négocier efficacement. Ces compétences allaient plus tard les aider à gérer la politique complexe des vastes empires, où la diplomatie pouvait être aussi mortelle qu'une épée. Le flux constant de marchandises et de personnes favorisait aussi l'adaptabilité. Les Mongols apprenaient à incorporer des inventions ou des stratégies utiles venant d'autres cultures. Par exemple, les techniques de siège, les connaissances sur les défenses des villes, et même des technologies simples comme la monnaie en papier ou les armes à feu devinrent des outils dans leur arsenal à mesure qu'ils s'étendaient. Lorsque Gengis Khan commença à unir les clans, les Mongols n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des observateurs, des apprenants et des innovateurs. Socialement, le commerce et l'interaction renforçaient un sentiment de connexion au-delà du clan. Un marchand venu d'une ville lointaine pouvait devenir un allié de confiance ou un visiteur régulier. Des histoires, des nouvelles et des idées circulaient le long de ces routes, créant une conscience partagée du monde extérieur. Bien que la vie sur les steppes fût parfois dure et isolée, ces connexions la rendaient au moins insulaire. Les gens apprenaient des cultures, des politiques et des innovations bien au-delà de leurs environs immédiats. De manière intéressante, ces interactions influencèrent aussi la culture mongole. La musique, les styles vestimentaires, les idées religieuses et même la cuisine circulaient le long des routes commerciales. Certains clans devinrent célèbres pour leurs compétences en commerce ou en hospitalité, gagnant respect et influence. Un marchand ou un diplomate bien traité pouvait rendre l'appareil, apportant richesse, information ou alliance qui renforçaient la position du clan. Au fil du temps, les Mongols développèrent une réputation non seulement pour leur habileté militaire, mais aussi pour leur intelligence, leur capacité d'adaptation et leur pragmatisme. Le commerce et l'interaction n'étaient bien sûr pas toujours pacifiques. Les raids étaient courants lorsqu'une opportunité se présentait ou que les ressources étaient rares. Mais même les raids étaient calculés. Ils n'étaient que rarement des violences aléatoires. Les Mongols comprenaient la valeur, le risque et le timing, des compétences affinées grâce à un engagement constant avec les étrangers. Ces leçons permirent plus tard à Gengis Khan d'organiser des campagnes avec précision, frappant là où l'ennemi était faible et exploitant des réseaux qu'il avait observés pendant des années. Ainsi, l'expérience des Mongols avec le commerce et l'interaction était bien plus que du simple commerce. C'était de l'éducation, de la diplomatie, de la stratégie et de l'adaptation. Tout cela en un seul ensemble. Cela leur apprenait à naviguer dans le monde, à traiter avec des étrangers et à absorber des connaissances sans perdre leur identité. Lorsque commencèrent les premières grandes conquêtes, les Mongols n'étaient pas seulement des guerriers aguerris, ils étaient des gens du monde,
observateur et prêt à transformer les leçons des steppes en un empire. Comprendre cet aspect de la vie sur les steppes nous aide à voir les Mongols non seulement comme des conquérants, mais comme un peuple façonné par le mouvement, l'échange et la connexion. Et à mesure que nous avancerons dans l'histoire, nous verrons comment ces expériences ont alimenté l'ascension de l'un des dirigeants les plus remarquables de l'histoire et de ses premières campagnes, l'enfance de Temujin. Chaque grande histoire a un début, et pour l'Empire mongol, ce début est l'enfance de Temujin, mieux connu sous le nom de Genghis Khan. Mais avant de devenir le redoutable conquérant qui allait redessiner la carte, il n'était qu'un garçon grandissant sur les rudes et venteuses steppes mongoles. Et si vous pensez qu'une enfance dans un palais est difficile, imaginez survivre dans un endroit où la terre elle-même pouvait vous tuer. Temujin est né vers l'an 1162 dans le clan Borjigin, l'un des nombreux clans dispersés sur les steppes. Son père était un chef de petite envergure, respecté, mais pas assez puissant pour dominer la région. La vie semblait prometteuse, mais le danger n'était jamais loin. Lorsque Temujin était encore jeune, son père fut empoisonné par des clans rivaux. Soudainement, la sécurité de la famille disparut. Temujin, sa mère et ses frères et sœurs se retrouvèrent morts seuls, devant se débrouiller dans un monde où la force, les alliances et la ruse déterminaient la survie. Sa mère, Olun, devint sa première enseignante en matière de leadership, de stratégie et de résistance. Elle était remarquable, intelligente, résiliente et farouchement protectrice. Elle apprit à Temujin et à ses frères et sœurs à travailler dur, à chasser et à naviguer dans le paysage social complexe des steppes. Chaque jour était une leçon de survie. Trouver de la nourriture, se défendre contre les pillards et négocier avec d'autres clans. Dans ses premières épreuves, Temujin acquit des compétences qui allaient plus tard le définir comme un leader. Résilience, patience et capacité à lire les gens rapidement. L'enfance de Temujin consistait aussi à observer le pouvoir en action. Il vit de ses propres yeux comment les alliances pouvaient protéger ou trahir une famille, comment la loyauté pouvait changer du jour au lendemain, et comment même le plus petit des clans pouvait survivre grâce à l'intelligence et à l'adaptabilité. Ces leçons n'étaient pas abstraites, elles étaient une question de vie ou de mort. En observant, écoutant et en vivant les conséquences des actions et inactions, Temujin développa une compréhension aiguë de la nature humaine, une caractéristique qui lui servirait bien lorsqu'il unirait les tribus mongoles. Même jeune, Temujin était ambitieux et déterminé. Il ne se contentait pas de survivre, il voulait diriger, unir, changer sa situation. Mais l'ambition seule ne suffisait pas. Il fit face à la trahison, au kidnapping et à la famine. À un moment donné, sa famille se retrouva à vivre de racines et du plus petit gibier qu'il pouvait attraper. Imaginez grandir dans de telles conditions et apprendre pourtant à penser stratégiquement, à planifier pour l'avenir et à inspirer la loyauté chez les autres. C'était le creuset qui forgeait le jeune leader. L'amitié et la loyauté marquèrent également Temujin. L'une des histoires les plus célèbres de son enfance est le lien qu'il forma avec un garçon nommé Jamuka. Ils devinrent des frères de sang, jurant fidélité l'un à l'autre lors d'une cérémonie appelée Handa, un serment sacré plus fort que la plupart des liens familiaux. Pourtant, même ce lien fut mis à l'épreuve par l'ambition et les dures réalités de la politique des steppes. Temujin apprit tôt que la confiance avait de la valeur, mais qu'elle pouvait être fragile et que le leadership nécessitait à la fois compassion et prudence. L'éducation sur les steppes ne portait pas sur des livres, c'était une question de vie. Temujin apprit quotidiennement l'équitation, le tir à l'arc, la chasse et les compétences de survie. Mais il apprit aussi la négociation, la stratégie et l'observation. Chaque interaction avec d'autres clans, chaque alliance formée ou brisée, et chaque petit conflit lui enseigna des leçons de leadership qui lui permettraient plus tard d'unir des tribus dispersées en une armée puissante. Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, Temujin démontrait déjà des qualités qui allaient le rendre extraordinaire. Courage, intelligence, persévérance et une capacité hors du commun à inspirer la loyauté. Les épreuves de son enfance, la chute de la sécurité de sa famille, la menace constante des ennemis et la lutte quotidienne pour survivre étaient les expériences mêmes qu'il avait préparées à transformer les clans mongols de groupes fragmentés en une force imparable. Alors, quand nous regardons l'Empire mongol, il est tentant de se concentrer sur les batailles, les conquêtes et les territoires. Mais tout a commencé ici, avec un garçon sur les steppes qui a appris que la survie nécessitait plus que de la force. Il fallait de la stratégie, de la loyauté, de la résilience et de la vision.
l'enfance de Temujin a forgé non seulement un homme, mais l'avenir d'un empire qui s'étendrait des prairies balayées par le vent au bord du monde connu, la grande armée mongole. Lorsque les gens imaginent l'empire mongol à son apogée, ils pensent souvent à d'innombrables hordes balayant les continents. Mais ce qui les rendait véritablement implacables, ce n'était pas seulement le nombre, mais la structure, les compétences et la discipline de la grande armée mongole. Ce n'était pas une foule chaotique de cavaliers, mais une force hautement organisée, stratégique et adaptable, forgée par des générations de survie sur les steppes et façonnée par le leadership de Gengis Khan. Au cœur de l'armée se trouvait le système des unités, révolutionnaire pour son époque. Les soldats étaient divisés en groupes de 10, 100, 1000 et 10 000. Chaque unité avait ses propres leaders, et chaque soldat comprenait son rôle. Cette structure permettait une flexibilité remarquable. Une petite unité pouvait opérer de manière indépendante, faire de la reconnaissance ou effectuer des raids, tandis que les formations plus grandes pouvaient coordonner des attaques massives. La communication était rapide, avec des messagers à cheval portant les ordres sur de vastes distances, couvrant parfois plusieurs centaines de kilomètres en une seule journée. La mobilité était une autre caractéristique déterminante. Les Mongols comptèrent sur leurs chevaux pour leur rapidité et leur endurance. Chaque guerrier avait généralement plusieurs chevaux, qu'ils faisaient tourner pour éviter l'épuisement. Cela leur permettait de parcourir plus de 100 kilomètres en une journée, frappant avant que les ennemis ne puissent réagir. La combinaison de rapidité, de discipline et d'endurance les rendait presque impossibles à capturer. Les villes, armées et royaumes habitués à des forces plus lentes et plus lourdes étaient souvent accablés simplement par la capacité des Mongols à apparaître là où et quand ils ne s'y attendaient pas. L'armée mongole était également maîtresse dans l'art de la guerre psychologique. Ils utilisaient la tromperie, les feintes de retraite et les attaques surprises pour manipuler leurs ennemis. Les rumeurs sur leur invincibilité, sur des forces massées ou des représailles cruelles étaient soigneusement propagées pour semer la peur avant même que les batailles ne commencent. Ces tactiques poussaient souvent les armées ennemies à paniquer, à se rendre prématurément ou à commettre des erreurs fatales. L'armée ne se contentait pas de combattre. Elle pensait à l'avance, réfléchissait et contrôlait le champ de bataille d'un point de vue psychologique. Les armes et les compétences étaient également au cœur de leur stratégie. L'arc était l'arme principale, et les guerriers mongols pouvaient tirer avec précision depuis leur cheval, tout en se déplaçant à pleine vitesse. Les lances, les épées, et plus tard, les équipements de siège étaient intégrés à leur campagne. Chaque soldat était formé à plusieurs formes de combat et devait s'adapter à différentes situations. Cette polyvalence permettait à l'armée de combattre sur des plaines ouvertes, dans les montagnes, et même contre des villes fortifiées. La discipline et le mérite étaient le ciment qui tenait l'armée ensemble. Contrairement à de nombreuses armées de l'époque, les soldats mongols étaient promus en fonction de leur capacité et de leur loyauté, et non des liens familiaux. La trahison ou la lâcheté étaient punies, tandis que l'initiative et la compétence étaient récompensées. Ce système méritocratique favorisait à la fois la confiance et la responsabilité, garantissant que chaque soldat contribuait pleinement à l'efficacité de l'armée. L'armée était aussi plus que des guerriers. Elle comprenait des ingénieurs, des éclaireurs et des unités de soutien. La connaissance du terrain, des sources d'eau et des populations locales était cruciale. Les éclaireurs recueillaient des informations, les ingénieurs construisaient des dispositifs de siège et le soutien logistique assurait que l'armée pouvait continuer à avancer pendant des mois sans épuiser ses réserves. Ce niveau d'organisation était sans précédent pour une société nomade. Un autre élément clé était l'adaptabilité. Les Mongols observaient et intégraient de nouvelles tactiques et technologies des ennemis qu'ils rencontraient. Les techniques de siège chinoises, les ingénieurs perses et les stratégies d'Asie centrale furent toutes absorbées et améliorées. Cette capacité à apprendre et à innover les transforma en une force capable de défier les empires établis selon leurs propres termes. La grande armée mongole n'était pas seulement un instrument de guerre, elle était le reflet de la culture des steppes, de la discipline et du leadership de Gengis Khan. La mobilité, l'organisation, la loyauté et l'adaptabilité se combinaient pour créer une armée capable de remodeler le monde. Il y a une différence entre être courageux à cheval et coordonner des milliers de guerriers à travers des centaines de kilomètres pour gagner de manière constante. Comprendre l'armée nous aide à voir pourquoi les Mongols ont eu tant de succès. Ce n'était pas une question de nombre ou de chance. C'était un système sophistiqué, basé sur des compétences,
de la discipline et de l'innovation qui a permis à un peuple des steppes de conquérir des villes, des nations et des régions entières. Et à mesure que nous avançons, nous verrons cette armée mettre ses compétences en action lors des premières grandes conquêtes qui marqueront le début de l'ascension légendaire de l'Empire mongol. Première conquête. Lorsque nous parlons de l'ascension de l'Empire mongol, les premières conquêtes marquent le moment où l'histoire passe de la survie sur les steppes à la refonte du monde. Après avoir unifié les tribus mongoles et créé une armée disciplinée, Gengis Khan et ses partisans commencèrent à tester leur puissance au-delà de leur terre natale. Ces premières campagnes n'étaient pas seulement des exercices militaires, elles constituaient les premières étapes d'une stratégie qui s'étendrait un jour de la Chine à l'Europe de l'Est. Les premiers objectifs majeurs furent les tribus et royaumes voisins qui avaient longtemps rivalisé avec les Mongols. L'approche de Gengis Khan combinait stratégie, intelligence et perspicacité psychologique. Il ne comptait pas uniquement sur la force brute, il étudiait soigneusement ses ennemis, apprenant leurs forces, leurs faiblesses et leurs divisions politiques. En exploitant les rivalités et en démontrant une compétence écrasante, il réussissait à soumettre ses opposants avec une résistance minimale. Les Mongols envoyaient souvent d'abord des émissaires, offrant la paix en échange de la soumission. Ceux qui résistaient découvraient rapidement que refuser avait un coût. L'une des premières et des plus importantes conquêtes fut celle contre la dynastie des Xia de l'Ouest dans le nord-ouest de la Chine. Cette campagne démontra la capacité des Mongols à s'adapter à différents terrains et styles de guerre. Les Xia de l'Ouest contrôlaient des villes fortifiées, des rivières et des paysages difficiles qui auraient pu arrêter une armée moins mobile. Mais les Mongols, maîtres de la cavalerie et du tir à l'arc, combinèrent assauts directs et tactiques de siège, encerclant les villes et coupant les lignes d'approvisionnement. Ils apprirent à intégrer des ingénieurs et des experts capturés dans leurs opérations, ce qui leur permit de prendre des positions fortifiées, une compétence qui leur servirait encore et encore. En même temps, Gengis Khan consolidait son pouvoir plus près de chez lui. Les tribus locales qui avaient résisté à son leadership furent maîtrisées, parfois par la diplomatie, parfois par la force décisive. Les alliances changèrent, les clans jurèrent de fidélité, et Temujin renforça sa réputation à la fois de leader juste et redoutable. Ses premières victoires construisirent non seulement le territoire, mais aussi la confiance, la discipline et la cohésion au sein de son armée grandissante. Les soldats apprirent à se faire confiance, à suivre des ordres complexes et à coordonner des attaques sur de vastes distances. Les campagnes mongoles étaient souvent brutales, mais elles étaient aussi calculées. Contrairement à certaines armées conquérantes, elles étaient systématiques. Les villes qui résistaient pouvaient être détruites, mais celles qui se soumettaient rapidement étaient souvent épargnées. Les marchands, artisans et travailleurs qualifiés étaient intégrés dans le système mongol, ce qui renforça la capacité de l'Empire en matière d'administration, de technologie et de commerce. Cette approche créa un modèle qui définirait les conquêtes mongoles pendant des décennies: efficacité, flexibilité et utilisation pratique des ressources humaines et matérielles. Un autre aspect de ces premières campagnes était le renseignement. Les éclaireurs et espions étaient rejetés partout. Observant les fortifications, les lignes d'approvisionnement et les alliances politiques. La connaissance du terrain, du moral des ennemis et des dynamiques sociales donnait aux Mongols un avantage stratégique. Ils pouvaient se déplacer rapidement, frapper de manière inattendue et se retirer avant qu'une contre-attaque puisse être organisée. Cette rapidité, combinée à la précision, devint la marque de fabrique de la guerre mongole et leur valut une réputation redoutée parmi leurs voisins. Il est également important de noter que les premières conquêtes étaient autant une question de sécuriser la position des Mongols que d'expansion. La steppe était un endroit dangereux et les menaces étaient constantes. En prenant le contrôle des régions environnantes, Gengis Khan réduisait le risque de raid ou de révolte qui pourrait déstabiliser son pouvoir croissant. D'une certaine manière, ces campagnes étaient à la fois défensives et offensives, établissant la sécurité tout en projetant de la force. À la fin de cette période, les Mongols étaient passés d'une confédération unifiée de tribus à une force capable de défier des royaumes et des dynasties établies. Les compétences, l'organisation et les tactiques développées lors de ces premières campagnes jetèrent les bases des vastes conquêtes qui suivirent, y compris les invasions de la dynastie Jin dans le nord de la Chine et au-delà. Comprendre ces premières victoires nous aide à voir comment les Mongols sont passés de la survie sur les steppes à la conquête stratégique. Les premières conquêtes n'étaient pas seulement des batailles,
Elles étaient des terrains d'entraînement, des leçons de leadership et des tests d'un système qui un jour transporterait un peuple à travers les continents. Et à mesure que nous avançons, nous verrons comment ces leçons furent appliquées dans les vastes campagnes qui définiraient l'Empire mongol. Le siège de Pékin. Si vous avez déjà imaginé les Mongols comme des cavaliers inarrêtables qui dévastèrent tout sur leur passage, le siège de Pékin montre un autre côté, celui de la patience, de la planification et de l'ingéniosité brutale. Ce n'était pas simplement un raid rapide sur une petite ville, Pékin était une ville massive et fortifiée avec des murs, des portes et une population déterminée à résister. La capturer nécessitait plus que des charges de cavalerie. Cela exigeait de la stratégie, de l'adaptation et une détermination sans relâche. Le siège eut lieu pendant la campagne contre la dynastie Jin dans le nord de la Chine. Pékin, alors appelée Zhongdu, était l'une des principales villes des Jin et un symbole de leur pouvoir. Contrairement aux tribus des steppes ou aux petites implantations rencontrées par les Mongols, Pékin était fortement défendu, avec des murs épais, des tours et une garnison bien approvisionnée. Une attaque frontale aurait été coûteuse, aussi Gengis Khan s'appuya-t-il sur la patience, les tactiques de siège et le renseignement recueilli grâce à des espions et des déserteurs. Les Mongols utilisèrent tous les outils à leur disposition. Ils construisirent des machines de siège, des catapultes et des béliers, des technologies adaptées des ingénieurs chinois et perses. Ils encerclèrent la ville, coupant les approvisionnements et l'isolant des renforts. Des éclaireurs et des espions surveillaient les mouvements à l'intérieur des murs, fournissant des informations qui permettaient aux Mongols d'exploiter les faiblesses. Ce n'était pas simplement de la force brute, c'était une combinaison soignée d'ingénierie, d'observation et de stratégie. Les tactiques psychologiques étaient également cruciales. Les Mongols répandirent des rumeurs sur leur invincibilité et leur cruauté dans le but d'affaiblir le moral à l'intérieur de la ville. Des messages exigeant la reddition étaient envoyés à plusieurs reprises, offrant la clémence à ceux qui se soumettaient. Certains citoyens se rendirent, espérant de la clémence, tandis que d'autres résistèrent, sous-estimant la patience et la planification des Mongols. Cette combinaison de peur et de stratégie conduisit souvent à des redditions plus rapides, économisant du temps et des vies aux Mongols tout en maintenant leur réputation. Le siège ne fut pas rapide. Des mois de pression, de famine et d'assauts répétés usèrent très progressivement les défenseurs. Les Mongols étaient implacables. Ils faisaient tourner leurs forces, maintenaient les blocus et exploitaient chaque opportunité. Les unités de cavalerie pouvaient frapper les régions voisines pour empêcher les renforts, tandis que les machines de siège se concentraient sur la destruction des murs de la ville. La coordination, la discipline et un timing précis étaient essentiels. Les Mongols avaient appris au fil des décennies comment gérer des opérations à grande échelle, et ce siège en était un exemple parfait. Lorsque les murs tombèrent enfin, les Mongols entrèrent à Pékin avec une force écrasante. La ville fut mise à sac et ses dirigeants furent capturés ou exécutés. Les conséquences furent sévères, mais ce résultat envoya un message clair. Aucune ville fortifiée ne pouvait résister aux Mongols indéfiniment. Pourtant, il n'y eut pas que de la destruction. Les artisans, ingénieurs et fonctionnaires qualifiés étaient souvent épargnés et intégrés à la gouvernance mongole, renforçant ainsi leur empire. Le siège de Pékin mit en évidence plusieurs aspects clés de la stratégie mongole. Premièrement, ils étaient adaptables. Ils apprirent les tactiques de siège d'autres cultures et les appliquèrent efficacement. Deuxièmement, la patience et la discipline étaient aussi importantes que l'agression. Troisièmement, le renseignement et la guerre psychologique étaient des composantes critiques du succès. Enfin, ils combinèrent la victoire militaire avec une administration pratique, transformant les villes conquises en ressources pour l'empire en expansion. Ce siège posa également un précédent pour les futures campagnes. Les Mongols réalisèrent que conquérir des villes nécessitait plus que de la peur et de la rapidité. Il fallait de la planification, de l'ingénierie et une utilisation astucieuse des ressources humaines et matérielles. Les leçons tirées de Pékin influenceraient les opérations à travers la Chine et plus tard en Asie centrale et au Moyen-Orient. La chute de Pékin ne fut pas seulement un triomphe militaire, ce fut un tournant. Cela démontra la capacité des Mongols à surmonter des défenses redoutables, à intégrer de nouvelles tactiques et à gérer des opérations à grande échelle. L'Empire n'était plus seulement une collection de tribus et de guerriers des steppes, c'était une force sophistiquée capable de remodeler les civilisations. Le siège de Pékin montre que le pouvoir mongol ne résidait pas uniquement dans les chevaux et les arcs. Il était question de stratégie, d'organisation et d'adaptabilité. Et à mesure que nous avancerons,
Ces mêmes qualités porteraient les Mongols encore plus loin, du cœur de la Chine jusqu'aux confins du monde connu. Innovation mongole en matière de siège et de marine. Lorsque la plupart des gens pensent aux Mongols, ils imaginent des cavaliers chargeant à travers les steppes infinies. Mais l'un des secrets de leur incroyable succès était leur capacité à innover, en particulier lorsqu'il s'agissait de sièges et même d'opérations navales. Les Mongols n'étaient pas seulement des guerriers de force brute, ils étaient adaptables, intelligents et prêts à apprendre d'autres cultures pour conquérir ce qui semblait inconquérable. Les Mongols étaient des maîtres de la guerre de siège. Au début, ils s'appuyaient fortement sur la vitesse et la cavalerie pour dominer les batailles ouvertes. Mais face à des villes fortifiées, des villes murées ou des bastions de montagne, la seule rapidité ne suffisait pas. Ils ont appris à incorporer des technologies et des techniques des cultures qu'ils rencontraient. Par exemple, les ingénieurs chinois leur ont enseigné à construire des catapultes, des béliers et des tours de siège. Ces dispositifs permettaient aux Mongols de percer des murs qui avaient résisté aux armées traditionnelles pendant des siècles. En combinant la mobilité avec une maîtrise de l'ingénierie, ils pouvaient frapper rapidement puis établir un siège de manière systématique et disciplinée. L'adaptation était essentielle. Les tactiques de siège n'étaient pas simplement copiées, elles étaient améliorées. Les Mongols observaient les faiblesses des murs, des portes et des arrangements défensifs et développaient des stratégies pour les exploiter. Ils intégraient également la collecte de renseignements. Les espions et éclaireurs évaluaient les fortifications, les mouvements de troupes et les lignes d'approvisionnement. Grâce à ces informations, ils planifiaient des attaques qui minimisaient leurs propres pertes tout en maximisant la pression sur les défenseurs. Les villes se rendaient souvent non parce qu'elles étaient sans défense, mais parce qu'elles reconnaissaient que les méthodes des Mongols étaient implacables. De manière surprenante, les Mongols se sont même aventurés dans l'innovation navale. Bien qu'ils soient originaires des terres, les campagnes en Chine et en Asie du Sud-Est nécessitaient de traverser des rivières, des lacs et même la mer ouverte. Les Mongols ont appris des techniques de construction navale des Chinois et des Coréens, qu'ils ont adaptées à des fins militaires. Ils transportaient des troupes, des chevaux et des fournitures à travers les voies navigables, coordonnant des attaques qui combinaient forces terrestres et maritimes. Cette capacité à projeter leur pouvoir sur les rivières et les côtes a élargi la portée de l'Empire de manière que peu auraient imaginé pour un peuple nomade. Les Mongols ont également perfectionné la logistique dans la guerre de siège. Ils faisaient tourner les unités pour maintenir la pression, stockaient des provisions et utilisaient des systèmes de communication rapides pour coordonner les attaques. Les chevaux étaient utilisés pour transporter des messages, les éclaireurs se déplaçaient en avant pour recueillir des renseignements, et les ingénieurs travaillaient sans relâche pour construire des machines de siège sur place. Chaque aspect de l'opération était planifié, discipliné et exécuté avec précision. Ces innovations rendaient les sièges mongols efficaces, dévastateurs et souvent psychologiquement accablants. Un autre facteur était la flexibilité dans l'intégration de l'expertise conquise. Les artisans habiles, les ingénieurs et les experts militaires étaient souvent épargnés et employés dans les campagnes suivantes. Cela créait un cercle vertueux. Les Mongols apprenaient de nouvelles techniques, les appliquaient efficacement, puis élargissaient leurs capacités. Leur armée devenait non seulement une force de guerriers, mais une machine mobile et adaptable capable de gérer des défis militaires complexes partout. Les innovations mongoles en matière de siège et de marine reflètent aussi leur approche plus large de la conquête. Observer, apprendre, s'adapter et appliquer. Ils ne se reposaient jamais uniquement sur la tradition ou la force brute. Chaque obstacle devenait une opportunité d'innover, que ce soit des murs fortifiés, des rivières ou des terrains inconnus. Cette adaptabilité permettait aux Mongols de conquérir non seulement des tribus des steppes, mais aussi des civilisations entières, de la Chine du Nord à l'Asie centrale. Ces innovations n'étaient pas seulement une question de gagner des batailles, elles étaient aussi un moyen de contrôler les populations, de sécuriser les routes commerciales et de démontrer la puissance de l'Empire. Les villes qui se rendaient rapidement étaient épargnées, et celles qui résistaient faisaient face à une pression accablante. En maîtrisant à la fois les opérations de siège et navales, les Mongols s'assuraient que leur portée était limitée seulement par leur ambition. Comprendre les innovations des Mongols en matière de guerre de siège et navale nous aide à comprendre pourquoi ils étaient si efficaces. Leur pouvoir n'était pas aléatoire ou purement physique. Il était stratégique, créatif et adaptable. En combinant les compétences traditionnelles des steppes avec de nouvelles technologies,
Ils ont transformé leur armée en une force imparable capable de remodeler le monde. Relation avec les États voisins. Conquérir des terres n'était qu'une partie de l'histoire des Mongols. Tout aussi important et souvent négligé était la façon dont ils géraient leurs relations avec les États voisins. Gengis Khan et ses successeurs comprenaient que la diplomatie, le commerce et les alliances stratégiques pouvaient être aussi puissants que les armées. Pour un peuple venant des steppes, apprendre à gérer les voisins était essentiel pour la survie et l'expansion. Les Mongols adoptaient une approche pragmatique. Ils reconnaissaient que tous les voisins ne devaient pas être défaits. Certains États étaient mieux gérés par des traités, des tribus ou des alliances. En offrant protection ou en promettant des échanges commerciaux avantageux, les Mongols pouvaient étendre leur influence sans conflit inutile. Cette flexibilité leur permettait de consolider leur pouvoir sur de vastes régions, tout en maintenant certaines zones stables, évitant ainsi l'épuisement constant de guerres continues. Un exemple notable est la relation avec l'Empire khwarezmien avant l'éclatement du conflit. Gengis Khan envoya initialement des envoyés pour établir des liens commerciaux et diplomatiques. Lorsque le gouverneur khwarezmien assassina ses envoyés, les Mongols répondirent pieuses par une campagne militaire dévastatrice. La leçon était claire, la diplomatie était toujours privilégiée, mais elle était soutenue par la menace crédible de la force. Les États voisins comprirent rapidement que les négociations avec les Mongols nécessitaient à la fois du respect et de la prudence. Le commerce jouait un rôle central dans les relations. Les Mongols contrôlaient de vastes territoires le long des routes commerciales clés, y compris des parties de la route de la soie. En garantissant un passage sécurisé aux marchands, ils encourageaient le commerce et gagnaient en richesse et en influence. Les marchands, voyageurs et diplomates devenaient des canaux d'information, d'idées et de technologies, permettant aux Mongols de rester connectés avec des régions lointaines. Les États qui coopéraient avec les Mongols bénéficiaient souvent économiquement, créant ainsi des incitations à l'alliance plutôt qu'à la résistance. Les mariages stratégiques et les alliances renforçaient également les liens avec les voisins. Gengis Khan arrangea des mariages pour les membres de sa famille, avec des leaders influents des tribus et États voisins. Ces unions étaient plus que personnelles, elles créaient des réseaux de loyauté et d'obligation, réduisant les risques de rébellion et encourageant la coopération. C'était une forme subtile mais puissante de diplomatie qui renforçait l'influence croissante des Mongols. Les Mongols utilisaient aussi l'intimidation et la force sélective comme outils diplomatiques. Ils montraient ce qui pouvait arriver aux États qui résistaient par des campagnes rapides et décisives, tout en montrant de la clémence à ceux qui se soumettaient. Les villes et régions qui se rendaient gardaient souvent leur gouvernance locale sous supervision mongole, payant un tribut et fournissant des ressources. Cette approche équilibrée entre peur et équité permettait de maintenir la stabilité tout en étendant le contrôle. Le renseignement et la communication étaient essentiels. Les envoyés, espions et éclaireurs surveillaient les États voisins, fournissant des informations sur les divisions politiques, la force militaire et les alliés potentiels. Les Mongols pouvaient agir rapidement lorsque des opportunités se présentaient ou que des menaces émergeaient. Ils comprenaient que les relations avec les voisins étaient dynamiques, nécessitant une attention constante, une adaptation et une stratégie. La religion jouait également un rôle. Les Mongols étaient généralement tolérants, permettant aux États conquis ou alliés de maintenir leurs croyances. Cette approche pragmatique réduisait la résistance, gagnait de la bienveillance et créait des réseaux d'influence à travers diverses cultures. Les dirigeants apprirent que le respect des coutumes locales pouvait accomplir ce que la force brute ne pouvait pas. En gérant efficacement leurs relations, les Mongols créèrent un système d'influence qui allait bien au-delà de la portée de leurs armées. La diplomatie, le commerce, le renseignement, les alliances et la force sélective leur permettaient de contrôler de vastes territoires avec une occupation directe minimale. Cet équilibre entre la peur et le respect, l'agression et l'accommodement, devenait une caractéristique définissant l'expansion mongole. Les relations avec les États voisins ne concernaient pas seulement la survie, elles étaient un outil stratégique pour la construction de l'Empire. Les Mongols comprenaient que le pouvoir ne se limitait pas à la conquête, mais résidait aussi dans la coopération et l'influence. En combinant la puissance militaire avec la diplomatie, le commerce et les alliances, ils créèrent un empire capable de se développer rapidement, tout en maintenant la stabilité sur un paysage vaste et diversifié. Comprendre cet aspect des Mongols nous aide à voir pourquoi leur empire s'est étendu si efficacement. Ils n'étaient pas simplement des conquérants, ce sont des stratèges qui savaient transformer leurs voisins en alliés, en sujets ou, au moins,
en observateurs coopérants. Et à mesure que nous avançons, nous verrons comment cette habileté à gérer les relations les a aidés à s'étendre davantage en Asie centrale, en Chine et au-delà. Pax Mongolica. Lorsque la plupart des gens entendent « Mongols », ils pensent à des guerriers implacables et à des conquêtes à grande échelle. Mais après que la poussière se soit dissipée de leur campagne, quelque chose de remarquable émergea, une période que les historiens appellent la Pax Mongolica ou paix mongole. C'était une époque où les vastes territoires de l'Empire mongol connurent une stabilité, une sécurité et une croissance économique sans précédent. Pensez-y comme à une autoroute pour le commerce, les idées et la culture, s'étendant de la Chine à l'Europe de l'Est. Le concept de Pax Mongolica ne signifiait pas que les Mongols étaient soudainement devenus des pacifistes. C'était plutôt un sous-produit de leur efficacité, de leur discipline et de leur capacité à gouverner des terres vastes. En appliquant des lois, en sécurisant les routes commerciales et en maintenant des réseaux de communication, ils réduisirent la guerre constante et le banditisme qui rendèrent les voyages et le commerce si dangereux auparavant. Les marchands pouvaient se déplacer plus en sécurité. Les voyageurs pouvaient se traverser des milliers de kilomètres avec une relative sécurité, et les villes prospéraient sous la protection de l'autorité mongole. Le commerce prospéra comme jamais auparavant. La route de la soie, déjà vieille de plusieurs siècles, devint une artère vivante reliant l'Est et l'Ouest. La soie, les épices, les métaux et d'autres marchandises parcouraient de vastes distances, mais il en allait de même pour la connaissance. Les inventions chinoises comme l'imprimerie, le papier et la poudre à canon se dirigèrent vers l'Ouest, tandis que les mathématiques, l'astronomie et la médecine islamique se diffusaient vers l'Est. Artisans, érudits et diplomates circulaient librement, échangeant des idées et des technologies à travers les cultures. Les Mongols ne se contentèrent pas de conquérir des terres, ils les connectèrent de manière à remodeler le commerce mondial et les échanges intellectuels. La communication était au cœur de cette stabilité. Les Mongols maintenaient un vaste réseau de relais appelé Yam, où les messagers pouvaient changer de chevaux et continuer à livrer des informations à une vitesse incroyable. Ce système permettait aux ordres, nouvelles et informations commerciales de parcourir des milliers de kilomètres en quelques jours, plutôt qu'en plusieurs semaines, à une époque où la plupart des souverains avaient du mal à gouverner des régions modestes efficacement. Les Mongols créèrent un système qui maintenait un empire massif coordonné et réactif. La sécurité ne se limitait pas aux routes. Les Mongols appliquaient des lois, faisant partie du code Yassa, qui protégeait les voyageurs, les marchands et les habitants. Le vol, le banditisme et la rébellion étaient punis rapidement. Cette cohérence créa de la confiance. Les gens savaient que traverser l'empire pouvait se faire sans craindre la violence aléatoire. Les villes prospéraient, les marchés fleurissaient et les cultures se mêlaient. C'était un exemple précoce de la manière dont l'ordre et la protection pouvaient créer la richesse et l'innovation. Les Mongols promouvaient également les échanges culturels et religieux. Ils étaient remarquablement tolérants pour leur époque, permettant à différentes religions, langues et coutumes de coexister. Cette ouverture encourageait les érudits, les artistes et les marchands à voyager librement. Les monastères, les bibliothèques et les observatoires bénéficiaient de nouvelles idées et technologies. La connaissance circulait aux côtés des marchandises, créant une période d'enrichissement intellectuel à travers l'Eurasie. La diplomatie prospérait aussi sous la Pax Mongolica. Les États au sein et à proximité de l'Empire maintenaient un contact régulier, envoyant des envoyés et des tribus. Des alliances se formaient et se maintenaient, tandis que les régions éloignées reconnaissaient les Mongols comme une force stabilisatrice. La réputation de l'Empire pour sa force et son équité rendait la diplomatie efficace, même avec des régions lointaines ou culturellement distinctes. Bien sûr, la Pax Mongolica avait des limites. Elle dura principalement pendant l'apogée de l'Empire unifié et commença à décliner lorsque les khanates se fracturèrent et que des conflits locaux apparurent. Pourtant, même en déclin, les réseaux de commerce, de communication et d'échanges culturels établis pendant cette période eurent des impacts durables, façonnant les économies et les sociétés pour les siècles à venir. En essence, la Pax Mongolica montre un autre côté des Mongols. Au-delà de la conquête et de la peur, ils créèrent un monde interconnecté, où le commerce, la connaissance et la culture pouvaient prospérer. Ce n'était pas simplement la paix pour la paix, mais un système stratégique et pragmatique qui bénéficiait à l'Empire et à ses sujets. La paix mongole nous rappelle que l'influence de l'Empire s'étendait bien au-delà des champs de bataille.
En connectant les continents, en protégeant le commerce et en encourageant les échanges, les Mongols ont contribué à façonner un monde plus grand, plus rapide et plus connecté que jamais. Et à mesure que nous avancerons, nous explorerons comment cette stabilité influença le commerce, l'économie et la vie quotidienne à travers l'Eurasie. Religion et tolérance. Lorsque les gens pensent aux Mongols, ils imaginent souvent des guerriers féroces et une cavalerie imparable. Mais l'un des aspects les plus fascinants de leur empire était la tolérance religieuse. Gengis Khan et ses successeurs comprenaient que gouverner un empire s'étendant sur plusieurs cultures, langues et croyances nécessitait du pragmatisme, du respect et de la flexibilité. La religion n'était pas seulement une croyance personnelle, c'était un outil de gouvernance, de diplomatie et de cohésion sociale. Les Mongols eux-mêmes pratiquèrent le chamanisme, vénérant les esprits de la nature et des ancêtres. Mais ils n'imposaient pas cette croyance au peuple qu'ils ont conquis. Au contraire, ils ont adopté une politique de tolérance qui permettait au bouddhisme, à l'islam, au christianisme, au taoïsme et à d'autres religions de prospérer. Les temples, églises, mosquées et monastères continuaient souvent à fonctionner librement, et les dirigeants locaux étaient généralement autorisés à maintenir leur autorité religieuse. Cette approche réduisait la résistance, favorisait la loyauté et encourageait la collaboration. La tolérance religieuse avait également un but pratique. Les Mongols régnaient sur de vastes territoires avec des populations diverses, des bouddhistes chinois aux musulmans persans et chrétiens orthodoxes russes. Forcer les conversions ou supprimer les croyances pouvait provoquer des rébellions et affaiblir le contrôle. En permettant aux gens de pratiquer leur propre religion, les Mongols créaient un sentiment de stabilité et de légitimité. Les élites conquises étaient de plus enclines à coopérer et la vie quotidienne pouvait continuer sans interruption. Les Mongols utilisaient activement la religion comme un outil diplomatique. Des envoyés étaient envoyés dans divers États avec des cadeaux et des messages respectant les croyances locales. Ils employaient des chefs religieux comme médiateurs et conseillers, ce qui aidait l'Empire à naviguer dans des paysages politiques complexes. Dans certains cas, ils recrutaient même des érudits, des moines et des clercs pour les aider dans l'administration, le commerce ou l'éducation, exploitant les connaissances et l'influence de manière à renforcer le pouvoir mongol. La tolérance allait au-delà de l'acceptation passive. Les Mongols encouragèrent souvent le dialogue et les échanges culturels entre les religions. Les érudits bouddhistes, musulmans et chrétiens interagissaient dans des villes majeures comme Karakorum, partageant des idées sur la philosophie, la science et la gouvernance. Cette ouverture intellectuelle contribua à des avancées en médecine, astronomie, mathématiques et littérature, créant un échange vibrant de connaissances à travers l'Eurasie. De manière intéressante, bien que les Mongols fussent tolérants, ils comprenaient aussi le pouvoir de la peur. Ceux qui résistaient à l'autorité mongole ou enfreignaient les lois faisaient face à de graves conséquences, indépendamment de leur appartenance religieuse. La conformité et la soumission étaient plus importantes que la foi. De cette manière, la tolérance était équilibrée par la discipline. La paix et l'ordre étaient maintenus sans affaiblir l'autorité de l'Empire. La politique de tolérance religieuse renforçait également le commerce. Les marchands et voyageurs de différentes croyances circulaient plus librement à travers l'Empire, sachant qu'ils pouvaient pratiquer leur religion en toute sécurité. Les villes le long des routes commerciales devenaient des centres cosmopolites, où biens, idées et croyances circulaient ensemble. Le respect des religions diverses par les Mongols a contribué à créer un environnement où le commerce, la diplomatie et les échanges culturels prospéraient simultanément. Il convient de noter que cette tolérance n'était pas uniforme dans chaque situation, ni sous chaque dirigeant. Certains dirigeants mongols plus tardifs agissaient différemment, en fonction des circonstances locales ou des pressions politiques. Mais à l'apogée de l'Empire, l'approche des Mongols envers la religion était remarquablement progressiste pour l'époque, les distinguant de nombreuses puissances contemporaines. La religion et la tolérance n'étaient pas seulement des choix moraux, elles étaient des outils stratégiques qui permettaient aux Mongols de gouverner un empire massif et diversifié. En respectant les croyances locales, en encourageant le dialogue et en intégrant les dirigeants religieux dans l'administration, ils créaient de la stabilité, promouvaient les échanges culturels et renforçaient leur autorité. En fin de compte, les Mongols montrent que la conquête seule ne définit pas un empire. La manière dont ils géraient de la foi, la culture et les systèmes de croyances était tout aussi importante, leur permettant de gouverner efficacement de vastes territoires
et laissant un héritage qui a influencé les sociétés bien après leur déclin. Le déclin de l'Empire. Tout empire, aussi vaste et puissant soit-il, finit par faire face à des défis qu'il ne peut pas surmonter complètement. L'Empire mongol, autrefois le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire, ne fait pas exception. Son déclin n'a pas été soudain, il a été le résultat d'un mélange complexe de divisions internes, de pressions extérieures et de circonstances changeantes qui ont progressivement érodé l'unité et la force que Gengis Khan avait construite. L'un des premiers facteurs a été la division de l'Empire en khanats séparés. Bien que ce système ait permis une gouvernance locale plus efficace après la mort de Gengis Khan, il a aussi créé une compétition entre ses descendants. La dynastie Yuan en Chine, la Horde d'Or en Russie, l'Ilkhanat en Perse et le Khanat de Chagatai en Asie centrale poursuivaient chacune ses propres intérêts. Au fil du temps, les rivalités, les disputes sur la succession et les objectifs contradictoires ont affaibli la cohésion de l'Empire, rendant plus difficile la réponse aux menaces extérieures ou la coordination des politiques à travers les différentes régions. La qualité du leadership variait également. Les successeurs de Gengis Khan n'étaient pas toujours aussi capables, disciplinés ou visionnaires que lui. Certains se concentrèrent davantage sur le luxe et le gain personnel que sur l'administration et la stratégie militaire. La corruption, la mauvaise gestion et le népotisme se sont infiltrés dans la gouvernance, érodant la confiance et l'efficacité. Sans un leader unificateur de l'envergure de Gengis Khan, l'Empire est devenu plus fragmenté et vulnérable à l'instabilité interne. Les pressions extérieures ont ajouté au défi. Les États voisins ont appris des stratégies des Mongols et ont adapté leur défense. Dans certaines régions, les rébellions et les mouvements de résistance sont devenus plus fréquents, profitant de la coordination affaiblie de l'Empire. Les changements climatiques et environnementaux ont également joué un rôle, en particulier sur les steppes et dans le nord de la Chine, où les sécheresses, les hivers rigoureux ou les pénuries alimentaires ont mis à rude épreuve les ressources et fragilisé la stabilité. Les facteurs économiques ont également contribué. Les vastes réseaux commerciaux établis sous la Pax Mongolica ont été perturbés au fil du temps par des conflits, des pirateries et de l'instabilité politique. Maintenir les lignes d'approvisionnement et la communication sur des milliers de kilomètres est devenu de plus en plus difficile, surtout lorsque les dirigeants locaux privilégiaient leur propre région aux besoins de l'Empire dans son ensemble. Le flux de richesses et de biens qui avait autrefois connecté les coins de l'Empire s'est ralenti, réduisant sa capacité à financer efficacement les armées et l'administration. Les différences culturelles et administratives entre les régions ont aussi joué un rôle dans le déclin de l'Empire. Chaque khanat s'était adapté aux conditions et coutumes locales, ce qui a parfois conduit à des politiques et approches conflictuelles. La diversité qui avait été une force, permettant aux Mongols de gouverner différents peuples, est devenue un défi à mesure que la coordination et la loyauté se sont affaiblies. Les retards de communication, les priorités différentes et les ambitions concurrentes ont lentement érodé la cohésion de l'Empire. Malgré ces défis, l'héritage des Mongols a perduré de bien des manières. Les routes commerciales, les échanges culturels et les innovations technologiques établies sous leur règne ont survécu bien après que leur autorité politique se soit effondrée. Les villes ont prospéré, les connaissances ont circulé et de nombreuses régions ont conservé les techniques administratives et militaires introduites par les Mongols. Leur déclin était politique et militaire, mais leur influence a perduré. La fragmentation éventuelle de l'Empire ne s'est pas produite du jour au lendemain. Ce fut un processus graduel d'érosion, ponctué de rébellions, de luttes de succession et de conflits régionaux. À la fin du XIVe siècle, l'Empire mongol unifié que Gengis Khan avait construit n'existait plus. Les khanats fonctionnaient indépendamment et de nouvelles puissances émergèrent pour combler le vide en Chine, en Perse et en Russie. En fin de compte, le déclin de l'Empire mongol illustre une vérité plus large de l'histoire humaine. Même les empires les plus puissants font face à des limites. La taille, la diversité et l'ambition créent des opportunités incroyables, mais elles génèrent aussi des défis qui peuvent affaiblir même les systèmes les plus solides. L'histoire des Mongols n'est pas seulement celle de la conquête, mais aussi de l'organisation, de l'innovation et, finalement, des conséquences naturelles de la gestion d'un empire plus vaste que tout ce qui avait existé auparavant. Comprendre le déclin nous aide à voir toute l'ampleur de l'empire mongol, depuis son ascension sur les steppes, en passant par une conquête et une administration sans précédent,
jusqu'à la fragmentation éventuelle qui a permis à de nouvelles puissances d'émerger. Même dans le déclin, les Mongols ont laissé une marque sur le monde qui se ferait sentir pendant des siècles.